J'ai demandé mon petit ami en mariage 2 fois. Il n'était toujours pas sûr, alors je suis finalement parti pour de bon. Je m'appelle Mera Alvarez. J'ai 29 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais savoir exactement à quoi ressemblerait ma vie à l'aube de mes 30 ans. Un travail stable, un appartement douillet, peut-être un chien, et une bague au doigt de l'homme que j'aimais. Pendant 4 ans, cet homme a été mon petit ami, Adrien. Je sors avec ce gars, Adrien, depuis environ 4 ans maintenant. Il est drôle, intelligent, décontracté de cette manière charmante et imperturbable qui met tout le monde à l'aise autour de lui. Dès le début, ça a tout de suite collé entre nous. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et que tout semble se mettre en place sans que vous ayez à faire trop d'efforts? C'était comme ça avec lui. Nous nous sommes rencontrés à cette fête au hasard où nos amis nous ont traînés. Honnêtement, aucun de nous ne voulait même être là. Je me souviens être debout dans le coin du salon, sirotant une bière tiède et faisant défiler mon téléphone, planifiant mentalement mon évasion. Puis mon ami l'a poussé dans ma direction et a dit « Vous êtes tous les deux misérables. Parlez ». Nous avons fini sur le petit balcon, nous cachant du bruit à l'intérieur, et avons passé toute la nuit à parler de choses stupides, de mauvais films, de coupes de cheveux d'enfance terribles, d'histoires embarrassantes du collège. À un moment donné, je riais si fort que j'ai failli faire tomber mon verre par-dessus la balustrade. Ce n'était pas un moment de film au ralenti. C'était juste facile, sans effort. Bref, avance rapide de quelques années et je savais que je voulais l'épouser. Après 2 ans, j'étais presque sûr qu'il était le bon, ou peu importe comment les gens appellent ça. J'ai commencé à imaginer à quoi ressemblerait notre logement commun dans 10 ans, si nous aurions des enfants, à quoi ressembleraient nos dimanches quand nous serions plus âgés et plus fatigués, mais nous faisant toujours du café l'un à l'autre. Je le voyais si clairement que j'avais presque l'impression que c'était déjà arrivé. J'ai commencé à économiser pour une bague. Oui, je sais. La plupart des gens s'attendent à ce que ce soit le gars qui fasse la demande, mais Adrien et moi avons toujours plaisanté en disant que nous ne nous soucions pas des règles, et je n'ai jamais été du genre à attendre que la vie m'arrive. Je me suis dit que si je savais ce que je voulais, pourquoi ne pas me lancer? Pourtant, je voulais bien faire les choses. Je me suis dit que j'attendrais d'être dans une meilleure situation financière, que les choses ne soient pas si serrées. Cela me semblait être la chose responsable à faire. Je ne voulais pas faire ma demande et stresser immédiatement pour le loyer et les factures. Et honnêtement, je ne voulais pas que ça ait l'air bâclé. Adrien méritait une belle demande en mariage. Nous méritions un moment qui soit vraiment spécial. L'année dernière, après avoir travaillé d'arrache-pied et avoir enfin eu l'impression d'avoir ma vie en main, ou du moins de ne pas être complètement en train de m'effondrer, j'ai décidé qu'il était temps. J'étais tellement prête à franchir cette nouvelle étape. J'étais super excité à ce sujet. Et ce n'était pas que moi. Adrien et moi avions déjà parlé de mariage. Il semblait toujours partant. Il disait des choses comme « Je ne me vois avec personne d'autre » et « Nous sommes faits pour durer, tu le sais ». Nous parlions d'acheter peut-être une petite maison un jour, de ne pas vouloir sortir avec des gens à 30 ans parce que les applications sont maudites. Donc, j'avais l'impression de ne pas y aller à l'aveugle. Il semblait que nous étions sur la même longueur d'onde. J'ai prévu la demande sur cette plage où nous avions eu notre premier rendez-vous. Nous sommes tous les deux discrets, donc je voulais que ce soit juste nous. Pas de grand événement public. Pas de restaurant chic où tout le monde regarde et filme avec son téléphone. Juste quelque chose de personnel, quelque chose qui correspondait à ce que nous sommes vraiment quand personne ne regarde. Je me souviens de ce premier rendez-vous comme si c'était hier. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque, alors nous avons préparé un pique-nique bon marché, pris quelques verres et nous nous sommes assis sur le sable à parler jusqu'à ce qu'il fasse trop froid. L'océan n'était qu'une tache sombre, et les lumières de la ville derrière nous ressemblaient à un autre monde. C'était simple, parfait. Donc, pour la demande, je suis retourné à ce souvenir. Le jour J est finalement arrivé, et j'étais nerveuse comme tout. Je veux dire, j'étais presque sûr qu'il dirait oui, mais c'est quand même un grand pas, non? J'avais cette petite boîte en velours qui me brûlait la poche de ma veste toute la journée. J'ai dû la vérifier 1000 fois juste pour m'assurer qu'elle était toujours là. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler dans le Uber en y allant. J'ai pris la bague, j'ai planifié toute la journée, je me suis assuré que nous arrivions à la plage au coucher du soleil parce qu'Adrien a toujours dit à quel point il aimait les couchers de soleil. Le ciel devenant rose et violet, cette dernière traînée d'or sur l'eau. Ce soir-là, le temps était parfait. L'air était frais, mais pas froid,
les vagues douces, le ciel se fondant dans ces couleurs ridicules qui donnent l'impression que quelqu'un les a peintes juste pour vous. C'était comme un signe, comme si l'univers hochait la tête en disant « Oui, Mera. C'est le moment. » Nous sommes arrivés et avons commencé à marcher le long du rivage. Nos chaussures à la main, l'eau effleurant nos chevilles. Nous parlions de choses aléatoires. Le travail, une nouvelle série que nous regardions, où nous voulions voyager ensuite. Je me souviens avoir à peine entendu la moitié de ce qu'il disait parce que mon cœur battait si fort dans mes oreilles. Puis j'ai arrêté de marcher. J'ai pris sa main. Tout à coup, le monde s'est réduit à nous deux et au son des vagues. J'ai commencé à parler de ce qu'il signifiait pour moi. Comment ces 4 années avaient été les années les plus stables, chaotiques et belles de ma vie. Comment je ne pouvais pas imaginer mon avenir sans lui. Ma voix tremblait, mais les mots semblaient justes. Vrai. Il m'a souri. Ce sourire doux et familier qui m'a toujours fait me sentir en sécurité. Alors, j'ai pris une grande inspiration, je me suis agenouillé dans le sable, j'ai sorti la bague et j'ai demandé, « Adrien, veux-tu m'épouser ?» Voici la partie qui m'a déstabilisé. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les vagues continuaient de déferler. Mon genou a commencé à me faire mal. J'ai senti mon visage devenir chaud. Mon cœur battait si vite que j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai essayé de lire son expression, mais elle était vide, comme s'il venait d'être confronté à une question dans une langue qu'il ne parlait pas. Puis il a finalement dit, « Je veux t'épouser, mais pas tout de suite. » Au début, mon cerveau n'a pas pu traiter cela. Je suis resté là, à genoux, tenant toujours la bague, le regardant comme une idiote. Les mots exacts résonnaient dans ma tête comme si quelqu'un avait appuyé sur « replay ». Je veux t'épouser, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, même? J'ai senti mon cœur tomber, comme si quelqu'un avait coupé la ficelle qui le retenait. Il a dit qu'il n'était pas encore prêt pour toutes les histoires de fiançailles, qu'il n'était pas intéressé par l'idée d'être fiancé en ce moment, qu'il avait besoin de plus de temps. Il n'a pas beaucoup expliqué au-delà de ça. Il a juste continué à répéter que ce n'était pas le bon moment pour lui. Pas le bon moment pour lui. J'ai dégluti difficilement, j'ai forcé un sourire et je me suis levé. Du sable collait à mon genou. Je l'ai brossé comme si c'était la seule chose qui me dérangeait. Oui, d'accord, ai-je dit. Je comprends. Mais en vérité, je ne comprenais pas. Pas du tout. Nous avions parlé de mariage. Il m'avait dit qu'il voulait être avec moi pour toujours. Et me voilà, mettant mon cœur à nu, lui offrant l'avenir dont nous avions parlé. Et j'ai eu un rejet en douceur, un « pas encore », qui ressemblait beaucoup à un « pas vraiment ». Pourtant, je me suis dit d'être compréhensive. Peut-être qu'il avait juste besoin de plus de temps. Je me suis rappelé que j'avais attendu 1 an pour mettre ma vie en ordre avant de faire ma demande. Peut-être qu'il était juste dans sa propre version de ça. Peut-être qu'il n'en était pas encore là. Peut-être que ce n'était pas si grave. J'ai donc remis la boîte à bagues dans ma poche et nous avons passé le reste de la soirée à faire comme si de rien n'était. Nous avons marché. Nous avons un peu ri. Nous avons partagé des frites d'un camion de nourriture graisseux sur le chemin du retour. En surface, cela semblait presque normal, mais toute l'ambiance avait changé. J'étais coincé dans ma tête, rejouant chaque seconde. Aurais-je dû attendre plus longtemps? Était-ce le mauvais moment? Avais-je tout mal interprété? Est-ce que je ne le connaissais pas aussi bien que je le pensais? Je ne lui ai rien demandé de tout ça. J'avais peur que si je poussais, si je regardais de trop près, tout volerait en éclats. J'ai donc choisi la douleur la plus facile, le silence. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Mais cette nuit-là, allongé à côté de lui dans le lit, fixant le plafond pendant qu'il faisait défiler son téléphone comme si rien de monumental ne venait de se passer, je l'ai senti. Une petite fissure au milieu de quelque chose que je pensais solide. Je ne le savais pas alors, mais pas tout de suite, silencieux et déroutant était le début de la fin. Après cette première demande en mariage, 1 année entière s'est écoulée. Nous n'en avons pas parlé. Pas vraiment. On pourrait penser que quelque chose d'aussi important, quelqu'un s'agenouillant avec une bague, exigerait une conversation de suivi, une discussion profonde qu'on ne peut pas simplement balayer sous le tapis. Mais nous l'avons fait, ou du moins il l'a fait, et je l'ai laissé faire. Nous faisions toujours toutes les choses habituelles d'un couple. Nous partions en voyage.
Nous avions des dimanches paresseux à regarder des séries au lit. Nous allions aux anniversaires, au barbecue, au double rendez-vous. De l'extérieur, rien n'avait changé. En fait, les gens pensaient probablement que nous nous rapprochions de la prochaine étape. Mais chaque fois que le mariage était mentionné, même en plaisantant, je ressentais la même piqûre que sur la plage. Ce moment où j'étais à genoux et où il a dit « pas tout de suite ». Parfois, mes amis me taquinaient « alors, c'est pour quand le mariage, Mera ?» Et je riais, disant quelque chose comme « on prend notre temps ». Tandis que mon estomac se tordait à l'intérieur, la question revenait de plus en plus fort. S'il veut vraiment m'épouser, pourquoi n'est-il pas prêt maintenant? Nous avions presque 30 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans. À un moment donné, pas encore, commence à ressembler beaucoup à « jamais ». J'ai essayé de rationaliser. Je me suis dit qu'il avait juste besoin de plus de temps. Peut-être qu'il avait sa propre chronologie invisible dans sa tête. Peut-être qu'il voulait se sentir plus en sécurité financièrement. Peut-être qu'il avait des peurs qu'il ne savait pas comment expliquer. Mais il y avait des nuits où, allongé éveillé, écoutant sa respiration à côté de moi, la pensée s'insinuait. Et s'il n'était tout simplement pas sûr de moi? Je détestais cette pensée. Je la repoussais chaque fois qu'elle apparaissait. Comme si je chassais une mouche qui ne voulait pas mourir. Au lieu de l'affronter, j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai peur. J'ai essayé plus fort. 1 an après cette demande sur la plage, j'ai commencé à en planifier une autre. Je sais ce que ça donne. Certains diraient, pourquoi ferais-tu une autre demande après avoir été refusé? Mais mon cerveau ne fonctionnait pas en petits commentaires Reddit bien ordonnés. C'était désordonné, émotionnel et têtu. Je l'aimais. Je croyais que nous pouvions y arriver. Et une partie de moi pensait que peut-être je ne m'y étais pas bien prise la première fois. La première demande avait été discrète, juste nous, simple et intime. Peut-être qu'il avait besoin de quelque chose d'un peu plus spécial, de plus mémorable. Peut-être que s'il pouvait voir à quel point j'étais sérieuse et engagée, il me rejoindrait enfin. J'ai donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Je ne voulais pas un grand spectacle public. Ce n'est pas mon genre, et ce n'est certainement pas le sien. Mais je voulais quelque chose de beau, de réfléchi, quelque chose qui disait « Je te connais. Je te vois. Je te choisis. » J'ai réservé ce très beau jardin botanique juste à l'extérieur de la ville. Ils avaient cette magnifique fontaine entourée de roses et de plantes grimpantes, comme dans un film. Je savais qu'il adorerait ça. Adrien est obsédé par la nature et les plantes. Notre appartement ressemblait à une jungle à cause de lui. Des petits pots sur chaque rebord de fenêtre, des jardinières suspendues dans la cuisine. La plupart du temps, j'oubliais le nom de la moitié des plantes et il me faisait la leçon comme un fier papa de plantes. J'ai pensé, oui, c'est ça. C'est l'endroit où je lui demanderai à nouveau. J'ai mis quelques-uns de nos amis les plus proches dans la confidence. Je ne voulais pas un grand public, mais je voulais de l'aide pour tout préparer. Des bougies le long du chemin, des pétales autour de la fontaine, une musique douce jouant depuis un haut-parleur caché. Ils ont adoré l'idée. Une de mes amies a même dit, ça va être légendaire. Il a intérêt à pleurer. Nous avons tout planifié comme un mini cambriolage. D'abord un dîner, juste nous deux dans un bon restaurant à proximité. Puis, spontanément, je suggérerais une promenade dans le jardin botanique, comme si nous allions juste profiter des plantes et de l'air frais du soir. Pendant ce temps, nos amis seraient là tôt, préparant tout. J'ai répété mon discours dans ma tête pendant des jours. Je me suis même tenu devant le miroir de la salle de bain une fois, tenant une brosse à cheveux comme un microphone, chuchotant les mots que je voulais dire. Je t'aime. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux que nous avancions. Je veux que nous construisions quelque chose de permanent. Je n'arrêtais pas d'imaginer son visage s'adoucir, ses yeux devenir brillants, et lui disant enfin, oui, je suis prêt maintenant. Le soir de la demande, mes nerfs étaient à vif. Au dîner, j'ai essayé d'agir normalement, mais j'étais hyper consciente de tout. La façon dont sa main a effleuré la mienne sur la table, les petites blagues que nous partagions, la façon dont il me souriait quand je prononçais mal les noms des plats chics sur le menu. Il semblait heureux, détendu. Il n'y avait pas de tension, aucun signe évident que quelque chose n'allait pas. Après ça, tu veux aller te promener? Ai-je demandé nonchalamment en faisant tourner mon vin. Bien sûr, a-t-il dit. Ça a l'air sympa. Mon cœur a fait un bond.
Nous avons fini de dîner, payé et sommes sortis dans la nuit légèrement fraîche. Le jardin n'était qu'à une courte distance en voiture. En entrant, j'ai essayé de garder une respiration régulière, faisant semblant de ne pas être sur le point de lui demander à nouveau de passer sa vie avec moi. Nous avons déambulé dans les allées, l'air rempli de l'odeur des fleurs et de la terre humide. Les lumières étaient douces et dorées, illuminant les feuilles d'une manière qui rendait l'endroit entier irréel. En nous approchant de la fontaine, j'ai pu voir la lueur des bougies. Ma poitrine s'est serrée. La zone de la fontaine ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Des roses, des bougies bordant le chemin, l'eau reflétant la lumière comme de petites étoiles. Nos amis avaient disparu quelque part dans l'ombre, nous laissant de l'intimité, mais toujours assez proches pour assister au moment. Les yeux d'Adrien se sont écarquillés. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé. J'ai pris sa main. « Ça » ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. « C'est moi qui fais ça correctement. » Nous nous sommes approchés de la fontaine et je me suis tourné pour lui faire face. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'étouffer. J'ai pu voir son expression passer de la surprise à quelque chose de plus chaleureux, de plus doux. « Je t'aime » ai-je commencé. « Tu le sais. Ces 4 dernières années, elles ont été tout pour moi. Tu as été tout pour moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Ses yeux étaient déjà brillants, de la même manière qu'ils le deviennent quand quelque chose le touche profondément. Je sais que la première fois que j'ai demandé, « Tu n'étais pas prêt » ai-je continué. Et j'ai essayé de respecter ça. J'ai essayé de te donner de l'espace et du temps. Mais je sais aussi ce que je veux. Je sais que je te veux. Je veux construire une vie avec toi. Je veux me réveiller à côté de toi quand nous serons vieux et grincheux et que nous nous disputerons encore pour savoir quoi regarder. J'ai pris une grande inspiration. Mes doigts tremblaient en attrapant la boîte à bagues dans mon sac. Alors, Adrien, ai-je dit en m'agenouillant à nouveau, cette fois sur de la pierre au lieu du sable, les bougies vacillant dans ma vision périphérique. Veux-tu m'épouser? Pendant un instant, c'était parfait. Il me regardait fixement, les yeux brillants à la lumière des bougies, la fontaine murmurant derrière nous, l'odeur des roses nous enveloppant comme une couverture. J'ai senti l'espoir monter dans ma poitrine, presque douloureux dans son intensité. Et puis il l'a dit, les mêmes mots. Mera, je veux t'épouser. Juste pas encore. Pas tout de suite. Le monde a basculé. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, que mon cerveau rejouait une cruelle rediffusion de la scène de la plage. Je suis resté là, figé à genoux, la bague à la main, mon sourire devenant cassant. Pas encore, ai-je répété, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Il avait l'air de souffrir. Je suis juste. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus de temps. Plus de temps? Une année entière depuis la première demande. 4 ans ensemble, 2 demandes plus tard, et il avait encore besoin de plus de temps. Quelque chose en moi a craqué. Pas de manière forte et dramatique, mais doucement, comme un fil trop tendu qui finit par se rompre. Je me suis levé lentement, mes jambes faibles. Qu'est-ce qui t'arrête, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Qu'est-ce que tu attends? Une autre année, 2, 10? Il a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça. Juste. Le mariage est un grand engagement, et je ne veux pas me précipiter et que les choses s'effondrent. Juste. J'ai besoin d'être sûr. C'était encore ça. Ce mot, sûr. Tu n'es pas sûr de vouloir te marier, ai-je demandé, la poitrine serrée. Ou pas sûr de vouloir m'épouser moi. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'a pas répondu. Le silence entre nous en disait plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Mes yeux brûlaient. J'ai cligné des yeux fortement, refusant de laisser les larmes couler. Pas ici, pas devant la fontaine, pas avec nos amis cachés dans le noir, retenant probablement leur souffle. J'ai alors réalisé que j'avais attendu qu'il me rattrape. Et il ne le faisait tout simplement pas, je ne peux pas continuer à faire ça, ai-je chuchoté, à moitié pour lui, à moitié pour moi. Mera, attends, a-t-il dit rapidement, la panique inondant son visage. Sa main a cherché la mienne. D'accord, je le ferai. Bien, je t'épouserai. Ne pars pas, s'il te plaît. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Maintenant, il disait oui. Non pas parce qu'il était prêt, non pas parce qu'il était sûr,
mais parce qu'il avait peur que je sois finalement sérieuse à l'idée de partir. Le « oui » était pire que le « non ». J'ai retiré ma main. Non, ai-je dit doucement. Pas comme ça. Et sous la douce lueur des lumières du jardin, avec les bougies qui brûlaient encore et la fontaine qui chantait encore sa douce chanson, je me suis détourné de lui et j'ai redescendu le chemin seul. Les pétales craquaient sous mes chaussures. Derrière moi, il ne m'a pas suivi. Après la deuxième demande, après le jardin botanique, les bougies, l'écho de « pas encore » persistant dans l'air, j'ai su que quelque chose avait changé en moi, quelque chose qui ne se remettrait pas en place cette fois. Je ne pouvais pas faire semblant. Pas encore. La nuit après la demande, je suis rentré à la maison avec Adrien en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai même pas demandé pourquoi il continuait à dire les mêmes mots qui me blessaient de la même manière à chaque fois. Le silence entre nous a rempli l'appartement comme un brouillard. Il a dormi dans la chambre d'amis. Nous l'avions déjà fait pendant des disputes. Notre règle tacite de « on se calme ce soir et on répare ça demain ». Mais cette fois, le silence était différent. Ce n'était pas comme se calmer. C'était de la distance. C'était comme une porte qui se fermait lentement entre nous. J'étais allongé dans notre lit, fixant le plafond, rejouant tout ce qui s'était passé dans le jardin. Mes genoux me faisaient encore mal d'avoir été agenouillé sur la pierre. Ma gorge était irritée d'avoir retenu mes larmes, et mon cœur. Mon cœur ressemblait à un muscle fatigué qui avait été trop étiré. Quelques jours se sont écoulés ainsi, à s'éviter, à se tourner autour, à déambuler dans l'appartement comme des fantômes qui se connaissaient autrefois. Je n'étais plus en colère. J'étais déçu. Si vous avez déjà tout donné pour quelque chose et que vous avez quand même échoué, vous connaissez ce sentiment. Ce n'est pas vif comme la colère. C'est une douleur sourde qui s'installe profondément dans vos os. C'est réaliser que vous avez tout fait correctement, du moins tout ce que vous saviez faire. Et que ce n'était toujours pas suffisant. À la fin de la semaine, il s'est finalement approché de moi. « Mera » a-t-il dit, debout maladroitement près de la porte comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de s'approcher. « Nous devons parler. » J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis sur le canapé, moi à une extrémité, lui à l'autre, comme des étrangers attendant qu'on appelle leur nom. Il a pris une grande inspiration. Je sais que les choses vont mal en ce moment, mais je veux arranger ça. Vraiment, ai-je demandé doucement. Il a baissé les yeux sur ses mains. Oui, je le veux. Alors, je lui ai tout dit. Que je ne pouvais pas continuer à attendre qu'il décide s'il voulait un avenir avec moi. Que j'avais l'impression d'être resté sur place pendant des années à attendre qu'il me rattrape. Que je me sentais stupide d'avoir fait 2 demandes et de n'avoir toujours pas obtenu de vraies réponses. Si tu ne sais pas après 4 ans, ai-je dit, je ne suis pas sûr que tu le sauras un jour. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas nié. Il est juste resté assis là en silence, les épaules affaissées. Cela a semblé une éternité avant qu'il ne parle enfin. Je t'aime, a-t-il dit doucement. Je veux être avec toi. Je ne pense juste pas être prêt pour le mariage pour l'instant. C'était encore ça, cette même fichue phrase. Pas prêt. J'ai ravalé la frustration montante. Pourquoi? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui t'arrête? Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Nous avons déjà parlé de nous marier. Tu as dit que tu le voulais. Il a soupiré, se frottant le visage des 2 mains. Je ne sais pas, a-t-il répété. C'est un grand engagement. Je ne veux pas me précipiter dans quelque chose dont je ne suis pas sûr. Pas sûr. Quelque chose en moi s'est figé. Et c'est là que j'ai compris. Pas comme une gifle, mais lentement, comme de l'eau remplissant une pièce que vous n'aviez pas remarqué inondée. Il ne voulait pas dire qu'il n'était pas prêt pour le mariage. Il voulait dire qu'il n'était pas sûr de moi. Pas de nous. De moi. La réalisation était si silencieuse, si simple, que je l'ai presque manquée. Mais une fois qu'elle a atterri, elle est restée là, lourde et inamovible. Je me suis penché en arrière sur le canapé, le regardant fixement. Seras-tu un jour sûr? Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois en 4 ans, il n'avait pas de réponse. Il n'a même pas essayé. Il a juste regardé ses mains, les épaules s'affaissant, ne disant rien. C'est à ce moment-là que j'ai su. Non pas parce que je le voulais, non pas parce que j'étais prête, mais parce que rester signifiait s'inscrire pour une vie d'attente,
d'espoir qu'un jour il se réveillerait certain. Je ne pouvais pas faire ça. Je me suis levé. Je ne peux pas continuer à faire ça, ai-je dit doucement. Je t'aime. Vraiment. Mais si tu n'es pas sûr de moi maintenant, tu ne le seras jamais. Et je ne vais pas attendre éternellement en espérant que tu changeras d'avis. Ses yeux se sont écarquillés. Mera, attends. Il a tendu la main vers moi, la panique claire sur son visage. J'ai secoué la tête. Il a commencé à pleurer avant moi. Je t'épouserai, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je promets que je le ferai. Donne-moi juste plus de temps. J'ai fermé les yeux. C'est ce qui a fait le plus mal. Non pas parce qu'il a de nouveau refusé, mais parce que maintenant le « oui » venait de la peur, pas de l'amour. Je ne veux pas que tu m'épouses parce que tu as peur de me perdre, ai-je chuchoté. Je veux que tu le veuilles, que tu sois excité à ce sujet. Et tu ne le es pas, ai-je ajouté. Tu as juste peur d'être seul. Il n'a pas nié. Il ne pouvait pas. J'ai donc fait le seul choix avec lequel je pouvais vivre. Je dois partir pendant un certain temps, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, ne pars pas, mais je devais le faire. Cette nuit-là, j'ai fait un sac, y fourrant des vêtements avec des mains tremblantes, m'arrêtant toutes les quelques minutes pour reprendre mon souffle. Adrien se tenait dans le couloir, silencieux, me regardant emballer la vie que nous avions construite dans un sac de sport bon marché. Je ne l'ai pas regardé en passant. Je n'ai pas regardé en arrière en fermant la porte derrière moi. Je suis resté chez une amie pendant quelques jours. Je me suis dit que c'était pour réfléchir, pour me calmer, pour peut-être trouver s'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Mais au fond, je savais ce que c'était. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours suivants ont été difficiles d'une manière que je n'avais pas prévue. Je n'arrêtais pas de tout rejouer dans ma tête, essayant de trouver le moment où les choses ont changé, essayant de savoir si c'était moi, si j'avais trop poussé, si j'étais allé trop vite, si je l'aimais trop ou pas assez, s'il y avait quelque chose de cassé en moi qu'il pouvait sentir, ou quelque chose de cassé en lui que je ne pouvais pas réparer. Il a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas décroché au début. Je n'étais pas prête à entendre sa voix dire mon nom de cette manière douce qui me faisait toujours lui pardonner trop vite. Finalement, j'ai répondu à l'un de ses appels. Nous avons parlé, en quelque sorte, principalement en silence, principalement nous deux respirant lourdement dans nos téléphones, ne sachant pas quoi dire. Il m'a demandé si je rentrerais à la maison. J'ai besoin de plus de temps, ai-je dit. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé des années à l'attendre. Et maintenant, après la deuxième demande, après le jardin, après le chagrin, c'était moi qui demandais du temps. Non pas pour décider si je l'aimais, mais pour trouver comment lâcher prise. Puis sont venus les textos. Oh mon Dieu, les textos. Pas de lui, de tout le monde. Ses amis, ses parents, même des amis communs que nous partagions depuis des années. Apparemment, il avait dit à tout le monde que je l'avais largué parce qu'il n'était pas prêt à se marier. Et bien sûr, ils ont tous pris son parti. Ils m'ont traité d'égoïste, d'immature, de salope, d'insensible, de déraisonnable, de quelqu'un qui a jeté une relation de 4 ans pour une bague. Aucun d'eux n'a compris. Ce n'était pas la bague. Ce n'était pas le mariage. C'était la vérité derrière son hésitation. Si quelqu'un n'est pas sûr de vous après 4 ans, combien de temps attendez-vous? 5, 10, pour toujours? Heureusement, certaines personnes ont compris. Quelques-unes de mes amies m'ont dit qu'elles seraient parties après le premier rejet. D'autres ont dit qu'elles ne prenaient pas parti, mais qu'elles comprenaient pourquoi j'étais parti. Leur soutien silencieux m'a gardé ancré. Une semaine après mon départ, je suis retourné à notre appartement une dernière fois pour récupérer le reste de mes affaires. Adrien n'était pas là. J'étais soulagé. Je ne voulais pas un autre adieu émotionnel. J'ai tout emballé, j'ai laissé ma clé sur le comptoir et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas de pleurs, pas d'effondrement dramatique, juste le silence. 4 ans terminés, et ça faisait un mal de chien. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose qui honorait la partie de moi qui connaissait encore ma valeur. Quand je suis sorti de cet appartement pour la dernière fois, je ne me sentais pas libre. Je ne me sentais pas soulagé. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais lourde, comme si j'avais avalé une pierre qui s'était logée au fond de ma poitrine et refusait de bouger.
Je suis retourné chez mon amie Leia. C'est elle qui m'a laissé dormir chez elle la nuit de mon départ. Elle ne m'a pas bombardé de questions. Elle m'a juste tendu une couverture, a montré le canapé et a dit « Assieds-toi. Je vais faire du thé. Pleure plus tard. » Cette première nuit, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Adrien. Confus, effrayé, ne se battant pas pour moi, ne me choisissant pas. Ou pire, me choisissant seulement parce que je partais. Et puis sont venues les questions, pas à voix haute, dans ma tête, tournant en boucle sans fin. Ai-je tout gâché? Ai-je été trop impatiente? Aurais-je dû attendre? Ai-je eu raison de partir? Ai-je eu tort de faire ma demande en premier lieu? Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Au début, j'ai pensé que c'était Adrien, mais ce n'était pas le cas. C'était tout le monde. Sa mère, sa sœur, ses cousins, des amis que je connaissais depuis des années. Des collègues à lui qui avaient mon numéro depuis des événements passés. Tous disant une version de la même chose. J'ai entendu dire que tu l'as largué parce qu'il n'était pas prêt. 4 ans et tu es juste parti. Tu vas vraiment tout jeter par-dessus bord pour une question de timing? Il t'aimait. Tu ne comprends pas ça? Tu l'as brisé. J'ai regardé les messages jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Je n'ai pas répondu parce que répondre signifiait tout expliquer. La demande sur la plage, la demande dans le jardin, le « pas prêt », silencieux, l'absence de certitude, et personne ne semblait intéressé à comprendre mon côté de l'histoire. Il voulait désigner un coupable, et j'étais la cible la plus facile. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, Ashley, l'une des amies les plus proches d'Adrien. Nous avions été amicales, mais jamais vraiment proches. Elle m'a toujours semblé être du genre à vouloir être la voix de la raison, même quand son raisonnement était discutable. Son message faisait un paragraphe de long. Tu sais, il t'adorait, n'est-ce pas? Tu étais en sécurité pour lui, la personne fiable. Mais peut-être que ce n'était pas assez pour toi. Peut-être que tu voulais des feux d'artifice ou une histoire d'amour dramatique. Tout le monde ne fonctionne pas selon ton calendrier, Mera. Si quelqu'un a besoin de temps, tu le lui donnes. C'est ça l'amour. Mais peut-être que tu n'étais pas la bonne après tout. Il trouvera quelqu'un qui ne lui mettra pas la pression. Pression. Ce mot m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Est-ce que faire 2 demandes était de la pression? Est-ce que demander de la clarté était de la pression? Est-ce que vouloir quelqu'un qui me voulait aussi était trop demandé? Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Mais le message a résonné dans ma tête. Il trouvera quelqu'un de mieux. Mieux. Comme si j'étais un substitut, une version d'échauffement, le choix sûr, la personne fiable, pas la personne désirée. Un plan de secours. Cette pensée m'a vidé. À la fin de la journée, mon téléphone avait plus de 40 messages manqués, accusations, leçons de morale, sympathie hypocrite, jugement à peine voilé. Je l'ai retourné et je l'ai laissé vibrer sur la table jusqu'à ce que la batterie meure. Ce soir-là, Leia s'est assise à côté de moi sur le canapé, me tendant un bol de nouilles comme si j'étais un animal blessé qui avait besoin d'instructions simples. Mange, a-t-elle dit, et parle quand tu seras prête. Je n'étais pas prête, mais j'ai essayé. J'ai l'impression d'être la méchante, ai-je chuchoté. Tu ne le es pas, a-t-elle dit immédiatement. Mais tout le monde pense que je le suis. Elle a haussé les épaules. Tout le monde n'a entendu que sa version. Les gens aiment les histoires simples. Ils détestent la nuance. Ils veulent un méchant à pointer du doigt. Mes demandes ne concernaient pas la pression, ai-je dit doucement. J'aimais juste et je voulais construire une vie ensemble. Je sais, a-t-elle dit, mais non. Sa certitude m'a fait brûler les yeux. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un seul texto court d'Adrien. On peut parler? Mon estomac s'est noué. J'ai regardé le message pendant longtemps avant de répondre. Me parler de quoi? Adrien, nous. Mes mains tremblaient. J'ai tapé, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Il a répondu, je sais, mais je veux parler en personne si tu es d'accord. J'ai regardé les mots, me sentant déchiré. Une partie de moi voulait une conclusion. Une partie de moi voulait l'entendre dire quelque chose. N'importe quoi qui donnerait un sens aux 4 dernières années. Une partie de moi redoutait de rouvrir des blessures qui n'avaient même pas encore cicatrisé.
Mais j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un parc tranquille près de chez Leia. Je l'ai aperçu assis sur un banc, les épaules voûtées, les coudes sur les genoux, l'air plus petit que dans mon souvenir. Quand il a levé les yeux et m'a vu, quelque chose a vacillé sur son visage. Soulagement, peur, culpabilité, tout mélangé. Mera, a-t-il dit doucement. Salut. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Les oiseaux chantaient, les voitures passaient au loin. Cela aurait dû être paisible, mais ma poitrine était serrée. Finalement, il a parlé. Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout. Ma gorge s'est nouée. L'entendre de sa bouche, pas par un tiers, pas indirectement, semblait surréaliste. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-il continué. Je n'ai jamais voulu te faire sentir que tu n'étais pas suffisante. C'était encore ça, cette blessure ouverte par un mot qu'il ne réalisait même pas être un couteau. Je ne demandais pas la perfection, ai-je dit doucement. Juste un oui, juste de la certitude. Je sais, a-t-il chuchoté. Et j'aurais aimé pouvoir te le donner. Pourquoi ne pouvais-tu pas? Il a expiré de manière tremblante. Parce que j'avais peur. Peur de faire le mauvais choix, peur de tout gâcher, peur de tout, vraiment. Avais-tu peur de me choisir? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il m'a finalement regardé, ses yeux étaient brillants. Je ne sais pas, a-t-il dit. Cela a fait plus mal qu'un non, plus qu'un, pas encore, plus qu'un, je ne suis pas prêt, parce que l'incertitude après 4 ans ressemblait au rejet le plus profond de tous. Je voulais que tu sois sûr, ai-je dit. J'avais besoin que tu sois sûr. Je sais, a-t-il chuchoté. Et je ne pouvais pas l'être. Nous sommes restés assis là, la vérité entre nous comme une blessure ouverte. Finalement, il a dit, je vais arrêter de dire aux gens que tu es parti parce que je n'étais pas prêt. Je ne réalisais pas qu'ils s'en prenaient à toi. Ça n'a plus d'importance, ai-je dit. Ils ont déjà choisi une histoire. Mais je ne veux pas qu'ils te détestent. J'ai secoué la tête. C'est bon s'ils le font. Je n'essaie pas de les reconquérir. Il a dégluti difficilement. On peut arranger ça? C'était la première fois qu'il le demandait. Pas en suppliant par peur, pas en paniquant, pas en essayant de m'empêcher de partir. Juste une question brute et honnête. Pouvions-nous arranger ça? J'ai laissé le silence s'étirer. Les oiseaux chantaient. Les feuilles bruissaient. Un enfant riait quelque part derrière nous. J'ai pris une grande inspiration. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas, son visage s'est décomposé. Pas de manière dramatique. Juste un lent effondrement de l'espoir. Mera, a-t-il chuchoté. Je t'aimais, ai-je dit. Je t'aime encore. Mais je ne peux pas construire un avenir avec quelqu'un qui ne peut pas me voir dans le sien avec certitude. Il a hoché la tête lentement, des larmes glissant sur ses joues. Je me suis levé. Alors, c'est au revoir, ai-je dit. Il ne m'a pas poursuivi. Il n'a pas plaidé. Il n'a pas essayé de négocier ou de promettre des choses qu'il ne pouvait pas garantir. Il est juste resté assis là, brisé, d'une manière silencieuse et honnête qui m'a fait mal au cœur même en partant. Je ne me suis pas retourné. Pas cette fois. Les premières semaines après avoir rompu avec Adrien ont été comme se réveiller dans une maison où tous les meubles avaient été réarrangés pendant la nuit. Tout était familier, mais rien ne correspondait à ce qu'il était auparavant. Je pouvais bouger, respirer, exister, mais chaque pas semblait étrange, comme si je devais réapprendre la forme de ma propre vie. Je n'avais pas l'habitude de dormir seul. Je n'avais pas l'habitude de cuisiner pour une personne. Je n'avais pas l'habitude du silence, surtout pas celui qui n'attend pas de réponse. Au début, je continuais à vérifier mon téléphone par habitude. Je n'attendais pas un texto d'Adrien. Pas vraiment. Mes 4 ans de mémoire musculaire ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je regardais et je réalisais que je n'avais personne à qui envoyer un message sur la chose étrange que j'avais vue pendant mon trajet, ou sur le nouvel endroit qui avait ouvert dans la rue, ou sur le collègue qui avait dit quelque chose de ridicule. La solitude n'était pas un coup de poing soudain. C'était une lente hémorragie. J'ai emménagé dans un petit T2 environ 3 semaines après l'avoir quitté. Rien de luxueux, juste un espace propre avec du soleil le matin et un balcon à peine assez grand pour 2 chaises. Mais c'était à moi, complètement à moi. La première nuit là-bas, je me suis assise par terre,
entouré de boîtes, mangeant des restes à emporter parce que je n'avais pas encore de vaisselle. J'ai regardé les murs blancs et j'ai ressenti ce mélange étrange de liberté et de chagrin. Pour la première fois depuis des années, mon avenir était indéfini, non planifié autour du confort de quelqu'un d'autre, non sur la chronologie de quelqu'un d'autre, n'attendant pas une certitude qui n'est jamais venue. Cela aurait dû être stimulant, et par petites étincelles, ça l'a été. Mais la plupart du temps, c'était comme entrer dans de l'eau froide, choquant, engourdissant, et quelque chose à quoi j'avais besoin de temps pour m'adapter. J'ai essayé de rester occupé. Le travail a aidé. Quand j'étais jusqu'au cou dans les feuilles de calcul, que je traitais avec des clients ou que j'étais assise dans des réunions qui auraient dû être des emails, il n'y avait pas beaucoup de place dans mon cerveau pour le chagrin. Mes collègues ne savaient rien, du moins pas encore. Et je n'étais pas prête à laisser ma vie personnelle s'infiltrer au bureau. Mais dès que j'ai pointé, tout est revenu en force, l'appartement vide, le silence, le fait que personne ne m'attendait à la maison, sauf moi. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, non pas parce que je me souciais soudainement de la forme physique, mais parce que c'était un endroit pour être entouré de gens sans avoir besoin de leur parler. Courir sur un tapis roulant était plus facile que de courir à travers mes souvenirs. Certains jours, je faisais défiler de vieilles photos sur mon téléphone, des photos de nous à la plage, à des concerts, mangeant de la crème glacée bon marché sous la chaleur de l'été. Je regardais nos visages souriants et je me demandais combien de ces sourires cachaient son incertitude. Était-il incertain depuis le début? Était-ce quelque chose que j'ai fait? Était-ce quelque chose que je n'ai pas fait? A-t-il jamais imaginé un avenir avec moi comme j'en imaginais un avec lui? Je détestais la quantité d'énergie mentale que je consacrais à des questions auxquelles je n'obtiendrais jamais de réponse. Léa prenait constamment de mes nouvelles, se présentant avec de la nourriture, me traînant prendre un café, me forçant à regarder des émissions de télé-réalité nulles avec elle. C'était le genre d'ami qui refusait de vous laisser vous noyer tranquillement. Un soir, elle a dit, « Tu es trop gentil à ce sujet. Tu fais le deuil d'un homme qui ne pouvait même pas te dire qu'il était sûr de toi. Tu mérites de la certitude, Mera. » Je sais, ai-je chuchoté. Mais savoir quelque chose et y croire sont deux choses très différentes. Le deuxième mois, seul, quelque chose en moi a commencé à changer. Pas de manière dramatique, pas d'un seul coup, mais par petites touches régulières. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les heures. J'ai arrêté de rejouer les demandes en mariage chaque nuit avant de m'endormir. J'ai arrêté d'essayer de diagnostiquer ce qui n'allait pas chez moi. Et j'ai commencé à faire de petites choses juste pour moi. Acheter des fleurs pour moi chaque week-end. Faire des promenades au coucher du soleil avec un podcast dans les oreilles et sans destination en tête. Cuisiner de vrais repas au lieu de survivre aux plats à emporter. Acheter une plante que j'ai gardée en vie plus d'une semaine. Quelque chose dont Adrien aurait ri parce que j'avais une fois tué un cactus. J'ai commencé à ressentir des moments, fugaces au début, de calme authentique. Pas de bonheur, pas encore, mais de paix. Certains jours étaient encore difficiles. Il y avait des matins où je me réveillais et je tendais instinctivement la main vers l'autre côté du lit. Des nuits où je dînais seul et je sentais le silence m'oppresser comme une lourde couverture. Mais les moments difficiles ne me consumaient plus comme avant. Ils allaient et venaient comme la météo, inconfortables, mais temporaires. Un matin, j'ai réalisé autre chose. J'avais arrêté d'imaginer Adrien revenir dans ma vie avec une grande confession. Je suis prêt maintenant. Je te choisis. S'il te plaît, rentre à la maison. Ce fantasme était mort tranquillement, sans cérémonie. Et ce qui m'a le plus surprise. Il ne me manquait pas. Quelques semaines plus tard, un groupe d'amis m'a invité à un petit dîner. J'ai failli ne pas y aller. Je ne savais toujours pas comment être social sans avoir l'impression de porter la peau de quelqu'un d'autre. Mais je me suis forcé à sortir de la maison. Au dîner, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai ri sincèrement, librement, pas le rire forcé de « je vais bien » que je simulais. Quelqu'un a raconté une histoire stupide sur le fait d'avoir accidentellement envoyé un texto à son patron au lieu de son petit ami. Et je me suis plié en deux de rire, tellement que de l'eau est sortie de mon nez. C'était embarrassant et réel. Et pendant quelques minutes, je ne pensais pas à Adrien, aux demandes en mariage ou aux échéances. J'étais juste moi, une version de moi que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Après le dîner, sur le chemin timide vers ma voiture, l'une de mes amies a dit doucement « Ça fait du bien de te revoir comme ça ». Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. C'était bien. Avec le temps,
pas d'un seul coup, mais lentement, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Je m'étais investi dans une relation qui me demandait d'attendre, d'attendre et d'attendre. Et ce faisant, j'avais mis ma propre vie en pause. Apprendre à être seul, ce n'était pas seulement ressentir le manque d'Adrien. C'était récupérer les parties de moi que j'avais abandonnées en espérant qu'il me choisirait finalement. Et pour la première fois depuis la rupture, la pensée de mon avenir ne me terrifiait plus. Il semblait ouvert, non écrit, à moi. Quelques mois après la séparation, j'ai finalement déplacé une petite table et 2 chaises sur mon balcon. Je m'asseyais là le soir avec un verre, laissant le silence m'envelopper. Plus lourd maintenant, mais réconfortant. Un soir, alors que je regardais les lumières de la ville clignoter au loin, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai réalisé que je n'étais pas brisé. Je n'étais pas impossible à aimer. Je n'étais pas abandonné. J'étais en train de guérir. Et plus important encore, j'apprenais à me choisir, même quand quelqu'un d'autre ne pouvait pas me choisir. Des mois avaient passé. Assez de temps pour que je puisse passer des journées entières sans penser à Adrien. Assez de temps pour que le silence dans mon appartement ne ressemble plus à un abandon. Il ressemblait à de l'appropriation. Assez de temps pour que je puisse prononcer son nom à voix haute sans que mon estomac se torde. Je n'avais pas tout surmonté, pas complètement, mais je ne me noyais plus. Un vendredi soir, mon ami Jason a envoyé un texto, « Tu es en vie ? On prend un verre ?» J'ai regardé le message. Normalement, j'aurais dit non. Rester à la maison était devenu ma zone de sécurité. Pas de surprise, pas de risque. Mais quelque chose en moi a dit oui. Peut-être parce que le travail avait été stressant. Peut-être parce que j'étais fatigué de mes propres pensées. Peut-être parce que la guérison ressemble parfois à la décision de mériter une soirée. Je l'ai donc rejoint dans un petit bar que nous fréquentions il y a des années. L'endroit était sombre, chaleureux, bourdonnant de l'énergie du week-end. Les tables de billard claquaient à l'arrière. La musique battait doucement au-dessus de nous. Et les gens s'appuyaient déjà les uns sur les autres comme le font les étrangers quand l'alcool efface les frontières. Jason m'a accueilli avec une étreinte dramatique. « Regarde-toi, dans la nature. » Je suis fier. J'ai roulé des yeux. J'ai besoin d'un verre. Ne rends pas ça sentimental. Nous avons joué au billard. Les piques volaient dans les 2 sens. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. Mon rire ne semblait pas forcé. Mes épaules n'étaient pas tendues. C'était agréable, normal, quelque chose dont je n'avais pas réalisé à quel point ça me manquait. Je m'alignais pour un coup quand Jason s'est soudainement figé. Son expression a changé en un instant, passant de joueuse à inquiète. Mera. Je n'ai pas levé les yeux. Si tu essaies de me déstabiliser. Non, a-t-il dit doucement. Ne panique pas. Mais Adrien est là. La queue de billard a glissé de mes doigts. Ma poitrine s'est serrée. Quoi? Jason a légèrement incliné la tête. Là-bas, au bar. Je ne voulais pas regarder. Je ne voulais vraiment pas regarder. Mais bien sûr, je l'ai fait. Et il était là, Adrien, assis au bar, riant, se penchant légèrement vers une femme à côté de lui. Elle était jolie, des boucles douces, un sourire éclatant, le genre de confiance facile qui attire les regards sans effort. Ils avaient l'air à l'aise, comme s'ils parlaient depuis un moment, comme s'ils avaient déjà fait ça. Mon estomac est tombé, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas ressenti la dévastation que j'attendais. Pas de coup au ventre, pas d'envie de courir dans la nuit, pas de vague de nausée, juste une douleur creuse, une petite piqûre, le fantôme de quelque chose qui était autrefois vif. Je suis retourné à la table de billard, agrippant le bord. Jason s'est approché. « Tu veux partir ? On peut aller ailleurs. » J'ai secoué la tête. « Non, ça va. » « Tu es sûr ? » « Oui. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me ressaisir. Mon cœur battait plus vite que la normale, mais je ne m'effondrais pas. Nous avons continué notre partie, bien que mes mains tremblaient légèrement sur la queue. Toutes les quelques minutes, je sentais l'envie de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Et quand je le faisais, ils étaient toujours là, riant, parlant, se penchant l'un vers l'autre. Ce n'était pas de la jalousie. Pas la vilaine, en tout cas. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas du désir. C'était autre chose,
quelque chose de plus calme, un rappel, une confirmation, la fermeture finale et irrévocable d'une porte que j'avais déjà franchie. Jason m'observait attentivement. « Tu es étrangement calme », a-t-il murmuré. J'ai reniflé. Devrais-je retourner des tables? Honnêtement, j'étais prêt à t'arracher d'ici. J'ai de nouveau secoué la tête. Non, ça va. Et d'une manière que je n'attendais pas, c'était vraiment le cas. Nous avons fini la partie. J'ai même ri plusieurs fois. La douleur était là, mais elle ne me consumait pas. Finalement, j'avais besoin d'air. Je suis sorti sur le trottoir, la brise fraîche de la nuit m'effleurant. La ville bourdonnait autour de nous, des voitures, des voix lointaines, des rires s'échappant de la porte du bar. Jason m'a rejointe, me tendant une bouteille d'eau. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, regardant la rue. C'est bizarre, ai-je dit doucement, de le voir avec quelqu'un d'autre. Jason est resté silencieux, me laissant parler. Je pensais que ça me détruirait, ai-je continué. Mais ça me semble juste être une confirmation. Confirmation de quoi? Que nous avons vraiment fini. J'ai expiré lentement. Que la version de nous que je n'arrêtais pas de rejouer n'existe plus. Jason s'est appuyé contre le mur à côté de moi. La guérison, c'est comme ça. Ce n'est pas dramatique. Parfois, c'est juste un moment calme où tu réalises que tu n'es plus brisé. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, noir, sans étoiles, éclairé par la ville, et j'ai laissé la vérité s'installer en moi. Voir Adrien ne m'a pas tiré en arrière. Ça m'a poussé en avant. Après un moment, nous sommes retournés à l'intérieur pour finir nos verres. Je n'ai plus regardé vers le bar. Je n'en avais pas besoin, parce que quand j'ai vu Adrien avec cette fille, quelque chose en moi, quelque chose qui était noué et emmêlé depuis des mois, s'est finalement dénoué. Ce n'était pas une conclusion enrobée de grands discours ou de crises de larmes. C'était silencieux, simple, final. Plus tard cette nuit-là, en rentrant en voiture, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas rejoué ce que j'ai vu. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon balcon avec une couverture et un soda, la brise m'effleurant comme un doux rappel que la vie continue. J'ai pensé à tout ce qu'Adrien et moi avions été, à tout ce que nous n'étions pas. À tout ce que nous avons essayé et que nous n'avons pas pu réparer, à tout ce que j'espérais qui n'a jamais pris racine. Et pour la première fois, au lieu d'en faire le deuil, je l'ai accepté. Non pas comme un échec, non pas comme une tragédie, juste comme quelque chose qui n'était pas destiné à être. Un chapitre clos, une leçon apprise, un espace libéré pour ce qui viendra ensuite. Et là, sous la lueur brumeuse des lumières de la ville, avec la nuit qui bourdonnait doucement autour de moi, je me suis laissé chuchoter la vérité. Je vais bien. Et je le pensais. Dans les semaines qui ont suivi ma rencontre avec Adrien au bar, quelque chose de subtil mais d'indéniable a commencé à changer en moi. Ce n'était pas une révélation soudaine ou une percée émotionnelle dramatique. C'était plutôt comme se réveiller un matin et réaliser que l'échymose sur laquelle on appuyait depuis des mois ne faisait plus mal. Une paix douce et surprenante. Pour la première fois depuis la rupture, je ne me préparais pas à la prochaine vague de chagrin. Je n'attendais pas que les souvenirs m'assaillent. Je ne vérifiais pas mon téléphone pour des messages que je ne voulais pas, mais que je ne pouvais pas ignorer. Je ne me demandais pas si Adrien reviendrait un jour avec la certitude dans sa voix. Il était passé à autre chose, et moi aussi, de manière plus silencieuse, plus lente. J'ai commencé à remplir mes journées avec des choses qui me faisaient me sentir à nouveau moi-même. De petites routines qui me semblaient ancrantes. Arroser les nouvelles plantes que j'étais déterminé à ne pas tuer. Cuisiner des dîners qui avaient vraiment bon goût, lire sur le balcon jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les immeubles, laisser la musique jouer fort dans mon appartement sans craindre que quelqu'un d'autre se plaigne. Le silence ne me semblait plus vide. Il ressemblait à de la liberté, à de l'espace, à de la possibilité. Mes amis ont aussi remarqué le changement. Un soir, lors d'un dîner de groupe, Léa s'est penchée sur la table et a dit « Tu rayonnes ». J'ai ri. C'est juste de la crème hydratante. Non, a-t-elle insisté en me donnant un coup de coude. C'est différent. Tu es plus légère, plus heureuse, ou plus toi-même. Ces mots m'ont enveloppé comme une couverture chaude, parce qu'elle avait raison. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais comprimé, tordu et tu dans cette relation. Réduisant constamment mes besoins, mes questions, mes espoirs pour éviter de mettre la pression sur Adrien.
J'ai passé des années à avoir peur de vouloir trop. Maintenant, j'ai compris quelque chose d'important. Vouloir un engagement n'est pas un défaut. Vouloir de la clarté n'est pas du désespoir. Vouloir un amour réciproque n'est pas de la pression. Et vouloir quelqu'un qui est sûr de vous est le strict minimum. Quelques semaines après le bar, j'ai décidé sur un coup de tête de vider la dernière boîte que j'avais poussée au fond de mon placard. Elle était remplie de choses que j'avais évité de trier. Des photos, de vieilles lettres, des souvenirs de nos voyages, et la bague que j'avais achetée pour la deuxième demande. Une petite boîte en velours, toujours belle, toujours lourde de sens. Je me suis assise par terre, la tournant dans mes mains. Son poids n'était plus douloureux. Il était nostalgique, doux amer, mais pas écrasant. Pendant un long moment, j'ai débattu de ce que j'allais en faire. La rendre, la vendre, la cacher à nouveau. Finalement, je n'ai pas eu besoin de trop réfléchir. J'ai délicatement replacé la bague dans la boîte et je l'ai mise de côté pour la vendre plus tard. Non par amertume, mais par conclusion, par compréhension que la garder ne servait plus à rien. Ce n'était pas un symbole d'échec. C'était un rappel de la profondeur de mon amour pour quelqu'un, du courage que j'ai eu de demander 2 fois ce que je voulais. De la force que je suis devenu quand j'ai finalement arrêté de demander. Tu as aimé courageusement, me suis-je chuchoté, non pas de manière dramatique, juste avec vérité. Ce n'est pas quelque chose à regretter. Cette nuit-là, tandis que la ville bourdonnait doucement à l'extérieur, j'ai ouvert mon journal, une habitude que j'avais abandonnée il y a des années. Sur une page blanche, j'ai écrit quelque chose de simple. Je me choisis. Non pas à la manière cliché d'un livre de développement personnel, non pas à la manière de « qui a besoin de l'amour de toute façon », mais d'une manière ancrée et stable. Me choisir signifiait faire confiance à mon instinct. Cela signifiait ne pas me contenter de quelqu'un qui avait besoin d'un temps infini pour décider si je valais un avenir. Cela signifiait croire que l'amour ne devrait pas ressembler à une attente dans une file pour quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Cela signifiait savoir que je méritais un partenaire qui n'hésiterait pas. Quelques jours plus tard, l'un de mes collègues a mentionné de me présenter à quelqu'un, un gars discret de son groupe d'amis qui aimait la randonnée et faire son propre pain. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Pour la première fois, l'idée ne m'a pas rempli d'effroi. Non pas parce que j'étais prête à sortir avec quelqu'un, mais parce que je n'avais plus peur. La romance n'était plus un champ de bataille maintenant. C'était juste la vie, quelque chose qui pourrait arriver naturellement quand je serais prête. Et je serais prête un jour. Mais je n'étais pas pressée. La guérison n'est pas une course, et ma vie n'était plus en attente. Un soir, je me suis retrouvé à nouveau sur mon balcon. Les lumières de la ville scintillaient comme de lointaines lucioles, et l'air était chaud, bourdonnant d'été. Je me suis enveloppé dans une couverture douce, j'ai tenu un verre d'eau froide et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. J'ai pris une longue inspiration, et pour la première fois depuis que tout est arrivé, ça ne faisait pas mal d'expirer. J'ai pensé à la fille qui s'est agenouillée 2 fois sous 2 ciels différents, offrant son cœur à chaque fois. J'ai pensé à combien elle a aimé, combien elle a espéré, combien elle a cru, et combien elle méritait quelqu'un qui ressentait la même certitude qu'elle portait si farouchement. J'ai chuchoté dans la nuit, doucement mais sûrement. Je ne supplierai plus jamais pour être choisi. La ville n'a pas répondu, mais j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place, une certitude calme, un nouveau départ, un avenir qui m'appartenait enfin. Je ne savais pas quoi ou qui m'attendait dans les chapitres à venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de l'inconnu. Je ne m'accrochais pas à de vieux rêves ou à de vieilles promesses. Je ne pleurais pas ce qui aurait pu être. J'étais excitée, pleine d'espoir, libre et absolument certaine d'une chose. Quoi qu'il arrive, je suis prête.